Je m'appelle Léa. J'avais 38 ans quand c'est arrivé. J'étais mariée à Malo depuis 12 ans. Nous vivions dans une petite ville, le genre de ville où la poste connaît votre deuxième prénom et où les secrets ne restent pas secrets longtemps sur le plateau. De l'extérieur, tout semblait probablement aller pour le mieux. Nous avions une maison modeste, des revenus stables et une routine paisible. Malo rentrait toujours pour le dîner. Nous payions nos factures à temps, et personne n'élevait jamais la voix. Mais sous cette apparence sereine, quelque chose en moi s'était éteint. Malo n'était pas cruel. Il ne criait pas, ne trompait pas, ne frappait pas. Il était fiable, prévisible, le genre d'homme à qui on pouvait faire confiance pour réparer l'évier, mais pas pour remarquer si votre cœur se brisait. Être marié avec lui commençait à ressembler à une colocation avec un inconnu poli, quelqu'un qui demandait toujours comment s'était passée votre journée, mais n'écoutait jamais vraiment la réponse. Nos conversations tournaient en boucle. Comment s'est passé le travail? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? As-tu sorti les poubelles? Et voilà, j'étais devenue invisible dans ma propre vie. Pour éviter de disparaître complètement, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une librairie du coin. Ce n'était pas une question de salaire. J'avais juste besoin de me rappeler que j'existais. C'est là que j'ai commencé à revoir Russell. Lui et Malo étaient amis depuis l'enfance, se retrouvant encore de temps en temps comme de vieux compagnons de guerre, échangeant des souvenirs qu'aucun des deux ne voulait vraiment revivre. Russell était l'opposé de Malo dans tous les domaines qui comptaient pour moi. Il avait cette énergie tranquille, comme s'il riait toujours à moitié à une blague que personne d'autre n'avait saisie. Il remarquait des choses, ma nouvelle coupe de cheveux, la fatigue dans mon regard, la façon dont je restais trop longtemps silencieuse. La première fois qu'il est entré dans la boutique, il cherchait un livre sur les motos anciennes. Nous avons discuté quelques minutes, surtout du livre, mais avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Comment vas-tu ?» C'était si simple, mais il était sincère, et je m'en suis souvenu tout le reste de la journée. Dans les semaines qui ont suivi, Russell est passé plus souvent, toujours avec une nouvelle raison, une recommandation de livre, un cadeau de dernière minute, un café de la boutique d'Alexandra côté. Nos conversations se sont développées sans effort, comme des vignes s'enroulant autour de vieilles clôtures. Juste de brefs échanges, mais ils sont devenus les moments les plus brillants de ma semaine. Ils me faisaient me sentir vue, et je n'avais pas réalisé à quel point cela m'avait manqué. Je n'ai pas dit à Malo que Russell passait si souvent. Non pas que je lui cachais quelque chose du moins, c'est ce que je me disais, mais parce que je savais qu'il ne comprendrait pas. Il aurait probablement haussé un sourcil, peut-être murmuré quelque chose sur les apparences. Mais pour moi, ces conversations avec Russell étaient comme de l'air frais après des années à retenir mon souffle. Un jeudi, la pluie était impitoyable. Russell est arrivé trempé, tenant un roman emballé dans du plastique au-dessus de sa tête comme un parapluie improvisé. J'ai ri, disant qu'il ressemblait à un chat noyé. Il a souri, a secoué sa veste pour l'égoutter et a dit « Je suis venu pour le livre, mais aussi pour la compagnie. » Et d'un coup, quelque chose a changé. Une douce impulsion au plus profond de moi, que je ne voulais pas nommer. Je me disais que c'était innocent, que je ne faisais rien de mal. Pas encore. Mais mon cœur avait déjà commencé à franchir des limites que mon corps n'avait pas rattrapées. De retour à la maison, Malo devenait plus distant. Je passais mes soirées sur le canapé, ses yeux scotchés à son téléphone ou à la télé. J'essayais de lui suggérer une escapade, un week-end en voiture, juste nous deux. Il hochait la tête, marmonnait quelque chose de vague et n'en parlait plus jamais. Je commençais à écrire dans un petit carnet, déversant des mots que je ne pouvais pas exprimer à voix haute, ma solitude, ma culpabilité, mes questions. Le nom de Russell commença à apparaître dans ces pages, plus que je ne voulais l'admettre. Un jour, après une longue journée de travail, je n'arrivais pas à chasser la voix de Russell de mes pensées. Plus tôt, j'avais mentionné que je peignais avant de me marier. Il avait l'air sincèrement surpris. « Pourquoi as-tu arrêté ?» demanda-t-il, presque comme s'il était déçu de moi. Je n'avais pas de réponse. Cette question me trotta dans la tête toute la journée, rongeant les parties de moi que j'avais enfouies. Ce soir-là, après que Malo se fut endormi, je me glissai dans le couloir et sortis une boîte poussiéreuse de l'étagère du haut du placard. À l'intérieur se trouvaient de vieux pinceaux, des peintures séchées, des carnets de croquis cassants.
Je posai tout sur la table de la cuisine et restai assise un moment, les paumes à plat contre le bois. Puis je commençai à dessiner. J'étais rouillée, mais cela me reconnectait à une version de moi-même que je n'avais pas vue depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais éveillée. Je voulais le dire à quelqu'un, mais je n'arrivais pas à le dire à Malo. La fois suivante où Russell entra dans la boutique, je me surpris à le lui dire avant d'avoir eu le temps de trop réfléchir. Je me suis remise à dessiner, lui annonçai-je. Son visage s'illumina, comme si je lui avais annoncé une bonne nouvelle dans un monde gris. C'est génial, dit-il. Tu ne devrais jamais cesser de faire les choses qui te rendent vivante. Ce mot, vivante, fit vibrer quelque chose en moi. Il me fit réaliser combien de temps j'avais passé à survivre plutôt qu'à vivre. J'étais restée engourdie si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de ressentir quoi que ce soit. Ma vie commença à se scinder en deux mondes distincts. Dans l'un, il y avait Malo, des dîners silencieux, la télévision qui ronronnait en fond sonore, un lit partagé, mais froid. Dans l'autre, il y avait des moments vacillants avec Russell, des regards qui s'attardaient trop longtemps, des conversations qui comptaient, des sourires volés qui me hantaient jusqu'au bout de la nuit. Un vendredi après-midi, Russell attendit que le magasin soit calme, tous les clients partis. Il me tendit un paquet soigneusement emballé. « Pour tes croquis, dit-il. Je pensais que tu méritais un nouveau départ. » À l'intérieur se trouvait un magnifique carnet en cuir, aux pages intactes et pleines de possibilités. J'aurais dû dire non, mais je ne l'ai pas fait. Je murmurai, « Merci. » Et lorsque nos doigts s'effleurèrent, mon cœur fit un bond, comme s'il essayait de se libérer. Ce week-end-là, Malo et moi échangeâmes à peine quelques mots. Il s'endormit sur le canapé, la télécommande toujours à la main, et je m'assis à côté de lui, dessinant en silence dans le nouveau carnet. Chaque page que je remplissais était comme une confession, un secret que je ne voulais pas avouer, même à moi-même. Et chaque ligne que je traçais ajoutait une distance supplémentaire entre moi et l'homme à qui j'avais promis ma vie. Un matin, Russell m'attendait déjà devant la boutique. Il avait un café à la main et un air anxieux. « On peut parler ?» demanda-t-il. J'eus le souffle coupé. Mon instinct me criait de faire attention, de m'éloigner, mais j'hochai la tête. Nous nous assîmes dans la petite salle de pause, 2 chaises, une table usée, et le silence qui nous entourait. Il me regarda comme s'il cherchait quelque chose. « Je pense à toi plus que je ne devrais, » dit-il doucement. « Je sais que c'est mal. Malo est mon ami. Tu es marié. Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas tenir à toi. » Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais l'arrêter, fermer la porte qu'il ouvrait lentement, mais une autre partie de moi, celle qui avait été privée d'attention, voulait entendre chaque mot. Je ne répondis pas. Je croisai simplement son regard. Et dans cet instant de silence partagé, quelque chose d'irréversible passa entre nous. Nous ne nous étions pas touchés au-delà de ces effleurements de peau, mais la frontière était floue maintenant. Et je savais que les choses ne pourraient pas redevenir comme avant, ni dans mon cœur, ni dans mon esprit. Après cet après-midi, quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais plus regarder Russell de la même façon, et pire encore, je ne pouvais plus me regarder moi-même de la même façon. Chaque fois qu'il franchissait la porte de la boutique, même un simple « bonjour » était trop lourd, trop chargé de ce que nous ne disions pas. Quand quelques jours passèrent sans qu'il ne vienne, j'étais agitée de déception. Je n'avais pas le droit de l'être. Je me disais que j'exagérais, que c'était un béguin idiot, mais au fond, je savais que ce n'était plus un béguin. À la maison, Malo ne s'en rendait pas compte. Ou peut-être l'avait-il remarqué et n'avait-il simplement pas voulu poser la question. Il traversait les jours comme d'habitude, comme si rien n'avait changé. J'arrêtai de faire tant d'efforts pour briser le silence. Je préparais le dîner, hochais la tête en entendant ses réponses, et me réfugiais dans mon carnet dès que je le pouvais. C'est à ce moment-là que le visage de Russell commença à apparaître sur mes pages, ses yeux, son sourire en coin, la façon dont ses cheveux bouclaient sous la pluie. J'ai déchiré ses croquis dès que j'ai compris ce que je faisais. Je les ai froissés et enterrés profondément dans la poubelle. Mais chaque soir, ma main retrouvait le chemin de ces lignes. C'était devenu un schéma que je ne pouvais pas briser. Un après-midi, nous fermâmes le magasin plus tôt que prévu pour des travaux d'entretien.
Russell resta pour m'aider à déplacer des cartons, rien que nous deux. Le léger clapotis de la pluie dehors, l'odeur de poussière et de vieux papier dans l'air. Je me penchai pour soulever une lourde pile, et sans un mot, il intervint pour me la prendre. Nos mains se croisèrent, et cette fois, aucun de nous ne s'éloigna. Nous restâmes là, les yeux rivés, immobiles, tout à la fois, culpabilité, peur, désir, mon poids. Je fis un petit pas en arrière et murmurai, « C'est mal. » « Je sais, » répondit-il, la voix à peine audible. « C'est tout ce qu'on a dit. » Plus rien. Il m'aida à terminer la tâche en silence et partit peu après, la porte se refermant derrière lui comme un dernier avertissement auquel je ne savais pas quoi répondre. Ce soir-là, je m'assis sur le canapé à côté de Malo pendant qu'il regardait un polar, les yeux rivés sur l'écran. Il ne me demanda pas comment s'était passée ma journée. Il ne me jeta même pas un regard. Je le regardais vraiment, et quelque chose s'effondra en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la haine, c'était juste de la tristesse, une tristesse lourde, silencieuse, inébranlable. Je me souvenais de l'homme que j'avais épousé, celui qui me surprenait avec des fleurs sauvages simplement parce qu'il pensait qu'elles me feraient sourire, celui qui avait conduit 6 heures sous une pluie battante juste pour me voir une seule nuit alors que nous étions encore au cœur de nos premiers amours. Je me demandais sans cesse où était passé cet homme. Avait-il complètement disparu, ou avais-je simplement cessé de le chercher? Le lendemain, Russell ne passa pas, ni le jour suivant. La librairie était plus silencieuse, plus pesante. Son absence était comme un courant d'air froid qui s'infiltrait par une fenêtre entr'ouverte. J'essayais de m'en remettre. J'ai réorganisé des étagères qui n'en avaient pas besoin, nettoyé les moindres recoins de l'arrière-boutique, proposé de remplacer un collègue pendant son quart de week-end, mais rien ne remplissait le vide. Puis, tard le dimanche soir, mon téléphone vibra. Une seule ligne, « Ça va ?» C'était de Russell. Je le fixai pendant des minutes, immobile. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais probablement dû, mais mon esprit n'en fit rien. « Je ne sais pas », répondis-je. Il ne répondit pas tout de suite. Je restai assise, serrant mon téléphone comme une encre, incertaine de ce que j'espérais. Puis l'écran s'alluma à nouveau. « Tu veux parler ?» J'ai répondu, « Oui. » Nous nous rencontrâmes derrière la librairie. Il était presque 21h. La rue était déserte, le parking n'était éclairé que par une lampe vacillante. Je montai sur le siège passager de sa voiture. Les vitres étaient légèrement entr'ouvertes. La radio diffusait une musique douce et sans intérêt. Pendant un moment, aucun de nous deux ne dit rien. « J'ai essayé de rester loin », dit-il finalement. « Mais je continue à penser à toi. »« Je pense à toi aussi », murmurai-je. Ce n'était pas romantique. Ce n'était ni des feux d'artifice, ni de la poésie. C'était calme, pesant, deux personnes effrayées par l'heure, effrayées par la réalité que tout cela était devenu. Nous parlâmes de la vie, de l'amour, du point terrifiant d'être coincé dans quelque chose qui ne nous allait plus. Russell admit qu'il avait ressenti quelque chose depuis le début, même quand Malo et moi nous étions mariés, mais qu'il n'avait jamais agi, car ce n'était pas son rôle. « Je n'ai jamais voulu être la cause de quelque chose de brisé, » dit-il. « Et je n'ai jamais voulu être quelqu'un qui blesse qui que ce soit, » répondis-je. « Mais c'était trop tard pour ça, n'est-ce pas ? » Après cette nuit-là, nous commençâmes à nous voir plus souvent, jamais à la maison, jamais en public, toujours prudents, toujours discrets. Nous nous disions que ce n'était que des conversations, que nous essayions simplement de comprendre, mais les sentiments ne se rangent pas sagement avec des étiquettes. Ils s'épanouissent sans demander la permission. Avec Russell, je ris à nouveau. Je réfléchis à nouveau, je me sentis à nouveau moi. Il me mit au défi, me vit, me rappela la personne que j'étais avant que la routine ne l'engloutisse. Et quelque part, dans tout cela, la culpabilité qui me consumait autrefois commença à s'estomper, remplacée par quelque chose que je ne m'étais pas permis depuis des années, l'espoir. Mais l'espoir est dangereux quand il pousse dans l'ombre. Un soir, Malo rentra avec des fleurs, des lys blancs, mes préférés. Je ne lui en avais pas parlé depuis des années. Il entra, l'air penaud, les tenant comme une offrande. « Je pensais qu'on pourrait partir ce week-end, » dit-il. « Juste nous, peut-être à ce lac que tu aimais. »
Je restai figée. Je regardais les fleurs comme si elles étaient écrites dans une langue que je ne comprenais plus. Puis il ajouta doucement, « Tu me manques, Léa. » C'était la première fois qu'il disait quelque chose comme ça depuis une éternité, et cela brisa quelque chose en moi. Pas de manière violente, plutôt comme un éclat de verre qui se brisait à l'intérieur. Cette nuit-là, j'arpentais le couloir pendant que le reste de la maison dormait, les pensées s'emballant. Je m'étais créé cette vie secrète sans jamais avoir l'intention qu'elle s'étende aussi loin, ni qu'elle soit aussi profonde. Je n'avais jamais prévu de trahir qui que ce soit. Mais j'étais là, coincée entre deux versions de moi-même, ne sachant plus à laquelle j'appartenais. Le lendemain, je rencontrai Russell derrière la boutique. Je lui dis qu'il fallait qu'on arrête, que Malo essayait et que peut-être, juste peut-être, on pouvait encore sauver les choses. Russell hocha la tête, mais je lus dans ses yeux qu'il savait déjà ce que je ne voulais pas admettre. « Je comprends, » dit-il doucement. « Mais sois honnête avec toi-même. Ne reste pas simplement parce que c'est plus facile que de partir. » Je ne répondis pas. Je me retournai et partis, le cœur battant fort. Je ne regardai pas en arrière. Pendant quelques jours, j'essayai. Je souris au dîner. Je racontai ma journée à Malo. On regarda un film ensemble. On fit même une petite promenade dans le quartier, comme avant. Mais la distance entre nous ne résidait pas seulement dans les conversations qu'on n'avait pas. Elle résidait dans la façon dont nos mains ne se touchaient plus, comme si j'étais une invitée dans ma propre vie. Un soir, je retrouvai le carnet que Russell m'avait donné. Je ne l'avais pas ouvert depuis des semaines. J'hésitai, puis tournai la première page blanche. Cette fois-ci, je ne dessinais pas. J'écrivis, non pas à Russell, non pas à Malo, mais à moi-même. J'ai tout déversé, la culpabilité, la confusion, la solitude, l'espoir douloureux. J'ai écrit comme si je me confessais à la seule personne à qui je ne pourrais jamais mentir, moi. Quand j'eus fini, mes yeux étaient noyés de larmes retenues. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas si Malo et moi pourrions reconstruire ce que nous avions perdu, ou si trop de fissures s'étaient formées dans les fondations. Je ne savais pas si j'allais rester ou partir, mais je savais que je ne pouvais plus faire semblant. La vérité montait comme une marée, et je ne pouvais plus la retenir. Quelques jours après avoir tout consigné dans ce carnet, je me suis assise à la table de la cuisine en face de Malo et l'ai posée devant lui. Il le regarda longuement, comme si c'était une lettre de quelqu'un qu'il avait connu, ou peut-être de quelqu'un qu'il voulait encore retrouver. « J'ai besoin que tu lises ceci, » dis-je, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Pas tout de suite, mais bientôt. C'est tout ce que je n'ai jamais dit. Il n'a pas demandé ce que c'était. Il n'a pas protesté. Il fit un petit signe de tête et prit le carnet dans ses mains, comme si c'était quelque chose de précieux. Pendant qu'il lisait, je sortis marcher. Le vent froid me mordait, même à travers les poches de ma veste. J'entendais mes propres mots résonner dans ma tête, à propos de la solitude, du silence, de la façon dont nous étions devenus des étrangers sous le même toit. Je n'avais pas écrit sur Russell en détail. Je n'en avais pas eu besoin. L'important n'était pas la liaison, c'était l'absence qu'elle avait révélée. Quand je revins, il était toujours à la table, le carnet fermé devant lui. Il avait la tête dans les mains. Il ne leva pas les yeux pendant un long moment. Puis, doucement, il dit, « J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. » Sa voix était rauque, comme si parler lui faisait mal. Je ne savais pas quoi dire. Alors, je m'assis en face de lui. « Moi aussi, » dis-je doucement. « Je suis parti, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il. « Pas physiquement, mais émotionnellement, depuis longtemps. »« Oui, » dis-je doucement. Mais je l'ai laissé faire. J'ai arrêté d'essayer. J'ai arrêté de croire que les choses pouvaient changer. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles de notre vie. Malo ne me demanda jamais d'effacer ou de nier ce qui s'était passé. Il ne cria pas, ne me blâma pas. Mais il posa des questions difficiles, et pour la première fois, je répondis à chacune d'elles avec l'honnêteté que j'avais eu trop peur de lui donner auparavant. J'appelai Russell et lui dis que nous ne pouvions plus nous parler. Non pas que cela m'était égal, mais parce que je ne pouvais pas reconstruire une chose tout en m'accrochant à une autre. Il ne protesta pas.
Il me dit simplement, tu mérites la paix, Léa. J'espère que tu la trouveras. J'ai pleuré après cet appel, non pas parce que je doutais de mon choix, mais parce qu'un adieu, quand il est réel, fait toujours mal. Russell était entré dans ma vie comme une allumette dans le noir, bref, brillant, impossible à ignorer. Mais il ne m'appartenait pas. Il ne l'avait jamais été. Son rôle avait pris fin, et il était temps de retourner à l'endroit que j'appelais autrefois mon foyer et de voir s'il pouvait encore m'appartenir. Malo et moi commençâmes une thérapie. Nous nous assîmes de chaque côté d'un canapé, partageant des choses que nous aurions dû nous dire il y a des années. Je lui racontai combien de fois j'avais ravalé mes mots pour garder la paix. Il me raconta combien de fois il s'était replié sur lui-même, pensant que le silence était synonyme de stabilité. Nous eûmes des nuits où nous ne dormions pas côte à côte, des jours où notre colère était plus forte que notre espoir, mais nous continuions à être présents. Et lentement, presque invisiblement au début, quelque chose recommença à grandir. Ce n'était plus le même amour que nous avions autrefois, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de choisi. Nous rions de nouveau ensemble. Nous nous disputions, mais cette fois, nous restions dans la pièce. Nous nous assîmes sur la véranda dans un silence qui n'était pas gênant, juste partagé. Nous nous rappelâmes comment être ensemble, non pas par habitude, mais par effort. Je ne crois plus aux contes de fées. La vie ne nous réserve pas de fin facile ni de personnes parfaites. Mais je crois aux secondes chances, celles pour lesquelles on travaille, celles pour lesquelles on saigne. Je crois que l'amour ne consiste pas à ne jamais échouer. Il s'agit de choisir de reconstruire, même après que tout s'est fissuré. Un soir, Malo et moi étions assis sur le canapé après le dîner. Le ciel dehors brillait doucement des couleurs du crépuscule. Il prit ma main et la serra doucement. « Tu penses parfois à lui ?» demanda-t-il. Sa voix n'était pas accusatrice, juste curieuse. Je n'ai pas menti. Parfois, dis-je. Il hocha la tête. L'aimes-tu encore ? Je crois que j'aimais qui j'étais quand j'étais avec lui. Mais ce n'était pas fait pour durer. Toi et moi, nous avons toute une vie. Nous avons juste oublié comment la vivre. Il ne me lâcha pas la main. Je suis content que tu me l'aies dit, même si ça a brisé quelque chose. Parce que maintenant, nous savons ce que nous reconstruisons. Je souris, pas le sourire que les gens remarquent, mais celui qui vient après une longue tempête, celui qui aime la paix. Les mois passèrent. Je porte encore tout ce qui s'est passé, mais pas comme une cicatrice, comme un rappel. Un rappel de combien il est facile de s'éloigner et de revenir. Russell n'était pas un méchant, et je n'étais pas juste une femme qui a erré. Nous étions deux personnes qui avaient besoin de quelque chose et qui l'ont trouvé l'une en l'autre. Mais l'histoire ne s'est pas terminée par une trahison. Elle s'est terminée par la vérité. Et de cette vérité, quelque chose de nouveau a commencé. Je me réveille aux côtés de Malo, non pas par obligation, mais parce que je le choisis. On trébuche encore. On a encore des jours où tout semble fragile, mais on parle, on écoute, on reste. Et j'ai appris que l'amour le plus fort n'est pas celui qui ne se brise jamais. C'est celui qui survit après s'être brisé. Voilà mon histoire. Elle n'était pas parfaite, mais elle était réelle, et elle a tout changé.